On va tout de suite commencer ce panel, comme je disais, donc qui parle du secteur public et qui a certainement appris pendant la pandémie. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites pendant cette pandémie qui est encore là. On parle même du quatrième vague. On n'est pas sorti de l'auberge et c'est pour ça que beaucoup d'experts, pas plus tard que ce matin à la radio d'ailleurs, d'Espace Ardien, qui disaient que c'est encore là pour un moment et de toute façon, il y a un nouveau normal, il y a un new normal. Et je voulais peut-être, avant de parler secteur privé, avant de parler infrastructure, m'adresser par exemple à vous, Saad El Choueri, directeur général du RNE, pour essayer de parler vraiment rapidement, hein, avoir peut-être un tour total, que ce soit avec vous, ou Sikabel Werfeli, également Sikabel Saadewi, rapidement sur ces structures de l'État, comment vous êtes en train de vous équiper, de vous digitaliser pour être au fait et au mieux comme un partenaire dans cette transformation digitale rapide de notre Tunisie. Alors, on va commencer par vous, par le RNE. On essaye à chaque fois d'être bref. Hein. On a vraiment une vingtaine de minutes pour le panel et vous êtes 7. enlever le masque. تفضل. اتكلم بالعربيه. مرحبا بكم الناس الكل. السجل الوطني للمؤسسات كما ذكرت سي وسيم، وانت من الناس اللي واكبت تاسيسه من دوبوي سا جينيز، معناها من الاول. مؤسسه معناها عموميه ناشئه وكانت في معناها في ليزيكسبوزي موتيف، معناها في شرح الاسباب في القانون انه تكون قاطره معناها للمؤسسات العموميه، لجيل جديد من المؤسسات العموميه يعتمد اساسا الرقمنه. وذاك علاش كانت في سياسه السجل الوطني للمؤسسات انه من خدماتنا الكل تقريبا باش تمشي تدريجيا نحو الرقمنه من هنا لاخر العام او اول العام الجاي، تكون معناها في الثلاثي الاول 2022 تكون مرقمنه كليا، وهكا نخفوا على المستثمرين، خاصه لان هذه مؤسسه تدخل في اطار الوجود القانوني، التأسيس القانوني للمؤسسات والتصرف في حياة المؤسسة معناها وخلال حياة المؤسسة بأكملها. وهناك عديد الوثائق، لكن نحن في السجل الوطني للمؤسسات الإشكال المشكل احنا وحدنا، معناها احنا كمؤسسة عمومية مش باش نرقموا وحدنا، ولكن الإطار اللي داير بينا من مؤسسات على شكلة مثلا هيئة الاستثمار أو وكالة نهوض بالصناعة أو الإدارة العامة للجباية أو غيرها من المؤسسات يلزمها تواكب التحول الرقمي هذا، لأنه احنا في كل الحالات ما اون فا سوبير، معناها مش ناخذوا الوثائق اللي موجودة عندهم هما واش نحاولوا نرجعوها إلى معناها معلومات رقمية ونحطها على ذمة العموم. السجل الوطني للمؤسسات زاد ماهوش فقط مؤسسة لتأسيس وتحيين الشركات فقط، هو قاعدة بيانات معناها ستام بيج داتا ايكونوميك ناسيونال اللي مش يكون على ذمة كل المتعاملين الاقتصاديين، سواء لمسائل تتعلق بالملفات القانونية ومتابعة الملفات القانونية للمؤسسات، لكنها وسيلة لليقظة الاقتصادية، وهي معلومة محينة وشاملة، لأنه السجل جاء بالجيل الجديد في القانون الجديد عفوا، أنه يشمل جميع الناشطين الاقتصاديين، من مهنيين، من حرفيين، من جمعيات، من شركات، ومن غيرهم، من تجار. دونك تقريبا كل النسيج الاقتصادي مشمول بالترسيم في السجل الوطني للمؤسسات، وهذا يخلي أنه نجموا إذا كان نتعداو إلى الرقمنة الكلية للسجل الوطني للمؤسسات، يكون عندنا معناها صورة حقيقية للاقتصاد الوطني معناها في حينية، دونك سناب شوت معناها ريال en temps réel de l'économie nationale d'ici quelques années، وقت اللي تكون بطبيعة الحال البيانات مجمعة ومحينة. Très bien. حبيتنا كان ممكن un micro pour Sikabel Saadewi, directeur général du CNI. Le CNI شارك معناتها il a contribué au projet e-wallet, les aides sociales donc Covid. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience? Également, comment comptez-vous concrétiser votre rôle en tant qu'acteur de l'UIC et de l'interop et surtout d'interopérabilité? Et peut-être un petit mot sur la souveraineté numérique de notre pays. Comme ça me permet ensuite de rebondir, de partir côté API et de rebondir avec NeoLedge et Huawei.
Barakallahu fik. Donc, je souhaite vous faire un retour d'expérience sur la distribution de l'aide sociale à l'occasion de Covid. Donc, il fallait créer les wallets, il fallait créer des comptes virtuels pour les citoyens qui demandent de l'aide sociale de 200 dinars, c'était l'année 2020. Et pour ce projet-là, le CNI était le moteur pour faire le recoupement des bases de l'État. Donc, on a été appelé à faire un recoupement entre 13 bases d'État pour essayer de vérifier l'éligibilité des gens à l'aide sociale. En faisant cet exercice, on a quelques constats quand même. Le premier constat, c'est qu'on a réussi à faire ce projet au bout d'une vingtaine de jours grâce à l'aide du secteur privé. Donc, le partenariat secteur public, secteur privé, l'expertise cumulée peuvent faire des miracles pour nous. C'était un projet, un challenge très important dans un délai très court qu'on a pu réussir ensemble. Donc, le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'il fallait reconnaître les citoyens. Il faut avoir un registre des citoyens. Il faut avoir un identifiant unique pour pouvoir recouper les bases de l'État. Il faut que l'État reconnaisse les citoyens avec un identifiant dans toutes les bases. Et sinon, on va faire un travail manuel. Donc, il fallait faire de l'interopérabilité du système de l'État pour essayer de vérifier l'éligibilité. Donc, le deuxième constat. Le troisième constat, c'est qu'on crée les wallets virtuels pour des gens qu'on ne connaît pas. Donc, les gens, ils font des demandes par téléphone. Et on est appelé à les reconnaître pour leur distribuer de l'argent. Donc, il faut le concept du Digital ID. Il faut quelque part qu'on implémente un moyen pour reconnaître le citoyen à distance. Nous avons utilisé une méthode simple. La méthode, c'est du matching entre son CIN avec son téléphone. Et on envoie un one-time password, un mot de passe sur le téléphone. Donc, c'est un process qui a fonctionné. C'est un process simple, le one-time password avec ce matching. Mais ça serait bien avec nos collègues de développer le concept de Digital ID pour les citoyens d'une manière biométrique, une carte d'identité biométrique ou d'autres projets similaires. Donc, le troisième projet. Le quatrième projet, c'est le quatrième constat plutôt, c'est l'inclusion numérique. Le plus vous avez des citoyens connectés qui ont des smartphones, c'est plus facile de les atteindre. Donc, on a utilisé le canal simple USSD pour connecter tout le monde, mais ça serait mieux pour d'autres projets d'avoir une pénétration plus large. Il faut combattre la fracture numérique entre les régions, les classes sociales. Il faut avoir l'Internet haut débit pour tout le monde avec des smartphones. Et ça serait utile pour l'avenir. Et le dernier constat, c'est le télétravail. Ce projet-là, au bout de 3 semaines, c'était fait de chez eux. Tous les ingénieurs et les informaticiens du CNI, avec leurs partenaires du secteur privé, nous avons travaillé ensemble de chez nous pour développer toute cette maquette. Donc, l'importance d'avoir des solutions de télétravail. Voilà. Je vais pouvoir revenir, je vais partir du côté de vous, de Sikabel Welfeli, DGA de l'API, et pour demander justement une petite question par rapport à... On va parler certainement tous ces efforts d'accompagnement, d'industrie 4.0, digitalisation. On est l'API qui est un gros morceau aujourd'hui de la création d'entreprises, de l'appui à l'innovation et à l'industrie. Merci, C. Wassim. Donc, si vous permettez, je vais faire un petit rappel sur le parcours de l'API en matière de digitalisation. Ce n'est pas la même expérience que l'RNE qui a commencé dès le départ. L'API, donc, c'est une institution créée en 1972 et a commencé donc son parcours de digitalisation à partir des années 2000. Donc, ça a commencé par un site web, par des services offerts à travers le site web, un service informationnel qui concerne tout ce qui est entrepreneuriat, investissement et financement. Ensuite, donc, il y a eu des services interactifs, notamment des informations industrielles sur les entreprises installées en Tunisie qui sont opérationnelles, qui est couplé à un salon virtuel qui permet de visiter virtuellement l'entreprise. Donc, ce service a permis de faire connaissance des potentialités des entreprises tunisiennes auprès des entreprises internationales qui n'étaient pas obligées de se déplacer pour voir l'entreprise, mais qui avaient une vue sur cette entreprise. Ensuite, donc, vers les années 2003-2004, nous avons commencé la digitalisation de la déclaration d'investissement. Donc, le service se limitait au départ à un formulaire en ligne qui sera renseigné et à l'envoi donc de l'attestation de dépôt de déclaration au promoteur.
avec le Covid, donc ce service-là a été totalement digitalisé à partir du mois de mai 2020, notamment avec tout ce qui est paiement électronique des frais et la signature électronique de la déclaration qui sera reçue directement par le promoteur avec un QR code. Actuellement aussi, donc à partir du mois de juin, nous avons digitalisé une application qui permet aux promoteurs d'avoir une vérification en ligne du dossier de constitution juridique des sociétés. Et ensuite, il va prendre un rendez-vous pour déposer ces documents. C'est un service minimum qui a été offert donc, pour faire face donc, à la crise Covid. Mais il y a un potentiel de développement de ce système et actuellement, nous sommes en réflexion pour développer un système intégré de constitution juridique de société en ligne. Le processus, il y a plusieurs intervenants. Donc, le problème, c'est que les intervenants ne sont pas au même niveau de maturité numérique, de digitalisation et d'utilisation des technologies. Donc, avec le RNE, nous avons des collaborations qui sont très faciles, et puisque nous sommes plus ou moins donc, au même niveau. Avec d'autres partenaires, il y a plus de difficultés, et puis les priorités ne sont pas les mêmes pour chaque institution. Donc, les autres intervenants, ils ont d'autres priorités à mettre en premier avant de pouvoir partir sur la constitution de société en ligne. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le système de constitution en ligne. Donc, Saad l'a parlé un petit peu des actions de l'RNE. L'API également, donc, avec les autres partenaires, est en train de réfléchir sur cette problématique. Aussi, donc, il y a d'autres services qui sont fournis en ligne à partir de cette année, notamment nous avons lancé un concours de l'innovation. Donc, toutes les étapes du concours de l'innovation sont en ligne pour permettre donc de récompenser les initiatives qui ont été faites pendant la période du Covid. Nous avons également un chatbot en cours de développement pour répondre aux problématiques de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du financement, de l'accompagnement des porteurs de projets. Et donc, nous sommes dans une phase qui est avancée. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais pas partir plus loin que votre voisin de droite, qui est M. Hosni Cheib, directeur solution eGov chez Neoledge, Tunisie. Vous les avez écoutés, vous avez écouté l'API, le CNI et également le RNE. C'est votre dada, vous êtes spécialiste de ces questions de solutions eGov, justement. Alors, comment concrétiser ces projets et qu'est-ce qu'il faudrait, quel est le prochain palier pour ces services, pour les services de l'État d'une manière générale, pour ce qui est eGov? What's next? Merci, Siwassim. Donc, je me présente, donc Hosni Cheib, je suis un expert en transformation digitale avec une expérience de plus de 20 ans. Donc, j'occupe de cet axe-là au sein de Neoledge, qui est un éditeur international de solutions ECM, Enterprise Content Management, et de BPM. Donc, ça aide l'administration notamment, mais aussi le secteur privé à transformer ces processus, à digitaliser ces flux documentaires. Alors, je pars, donc notre sujet c'est l'administration, vraiment je pars de ça, et je veux dire, la transformation de l'administration, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est plutôt un outil, parce que l'objectif c'est offrir un parcours citoyen vraiment le plus optimiste, le plus performant que possible. Et notre expérience, que j'en parle par la suite, c'est vraiment comment transformer l'administration en interne. Par la suite, ça sera plus simple d'attaquer et d'offrir un service adéquat aux citoyens, mais ce n'est pas uniquement aux citoyens, à tout l'écosystème avec qui l'administration elle travaille. En fait, aujourd'hui, l'administration, elle a beaucoup de problèmes, notamment des canaux de réception de flux d'informations qui sont très variés. On reçoit du papier en abondance, on reçoit des emails, des formulaires web, des formulaires de contact. Tout ça, c'est une information qui porte un besoin du citoyen, un besoin de l'entreprise qui veut
vraiment travaille avec l'administration et qui attend un temps de réponse relativement court. Mais avec l'abondance du papier, c'est ça la problématique. Ça prend beaucoup de temps, des jours, et vraiment un service qui n'est pas optimal du tout. Mais après, on a aussi des problèmes de visibilité de cette information, de suivi et de traçabilité. La pandémie du Covid a vraiment fait l'exemple. C'est très difficile d'acheminer de l'information, c'est très difficile d'accéder à cette information parce que, tout simplement, l'administration en elle-même, elle manque de digitalisation. C'est là où notre solution, sur laquelle on a travaillé, qui se met en place pour administrer en interne l'administration. Certes, la Tunisie, elle a fait une avancée là-dessus. Et c'est un projet vraiment très important sur lequel j'en parle en détail par la suite. C'est le projet de gestion électronique des correspondances au sein de l'administration. La correspondance, c'est un flux, certes, ça peut être un flux, un flux de correspondance simple, mais comme ça peut être aussi un flux qui transporte une demande de métier, un besoin d'une entreprise ou bien d'un citoyen sur lequel on a besoin d'une réponse très, très rapide. Donc le projet de digitalisation, de gestion électronique des correspondances, ça permet d'offrir cette transformation des processus de gestion de courrier au sein de l'administration et ainsi de faciliter l'accès à l'information pour l'administration et d'offrir un service aux citoyens beaucoup plus fluide et beaucoup plus simple. C'est un projet qui s'articule déjà même avant le Covid dans le plan digital donc Tunisie Digitale et qui est aujourd'hui une concrétisation. Parce qu'aujourd'hui, on a commencé la généralisation à toutes les administrations centrales et les représentations régionales dans tout le pays. Imaginons une entreprise à Tataouine qui va envoyer tout un dossier à l'administration centrale. Au lieu de quelques jours, on est instantané aujourd'hui et une réponse beaucoup plus rapide pour cette entreprise ou bien pour ce citoyen-là. Donc je m'arrête là. J'en parle par la suite plus en détail de cet apport, l'apport de cette solution. Si vous me permettez. Tout à fait, on va en parler comme un use case de la solution Alice. Je voulais venir du côté de Huawei, de M. Aden Ben Halim, qui est responsable des affaires publiques, vice-président chargé des affaires publiques pour la région Afrique du Nord chez Huawei. Et justement, alors, niveau infrastructure, comment accompagner tout ça, M. Aden Ben Halim, à toute cette transformation digitale rapide qu'on souhaite, hein, parce qu'elle n'est pas encore en train de se faire d'une manière rapide comme on le souhaiterait. Merci Wassim. Moi, je vais intervenir selon deux angles. La première chose, c'est la digitalisation des services publics. Comment y aller? Parce que le sujet paraît un petit peu vaste, donc il faudra mettre des priorités et commencer quelque part. Donc, le deuxième volet que je vais détailler après, c'est aussi la digitalisation de certains secteurs de l'économie. Ça paraît aussi vaste aussi, mais je proposerai à ma propre vision de donner des priorités pour commencer. Alors, pour le service public, je pense qu'il y a deux prérequis qui sont très importants. C'est de pouvoir fournir l'accès à toute personne et à tout moment à travers l'infrastructure et la connectivité. Donc la Tunisie, elle a de très bons prérequis là-dessus. Il reste des choses à améliorer, surtout pour la partie fixe, si on veut assurer la télééducation et le télétravail. Mais avec ce qu'on a, on peut déjà commencer. Mais la base de gouverner virtuellement ou de proposer des services digitaux par le gouvernement, c'est de connaître les personnes. Nous, en ce moment, à Natao, on ne connaît pas parfaitement les sujets internes. On ne connaît pas les personnes parce qu'il y a différentes bases de données qui sont réparties. Il faudra les unifier. Si Kamel Bekri il en a parlé, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour pouvoir adresser une personne, il faut la connaître. La connaître suivant plusieurs angles de vue. De point de vue administratif, de point de vue fiscal, de point de vue santé, de point de vue etc. Donc la base de données unifiée nous permet d'avoir des filtres pour pouvoir customiser des services publics pour cette personne-là et donner ce service de façon efficace. Donc ça, je pense qu'il faut commencer par là. Ensuite, les services vont venir petit à petit. Ce qui va permettre, entre guillemets, de pouvoir vivre plusieurs startups parce que le gouvernement ou la digitalisation du gouvernement, des services publics, c'est un chantier énorme qui pourra nourrir et créer et voir naître plusieurs startups tunisiennes pour travailler sur ce chantier-là. Ensuite, pour le volet économique, moi je pense qu'on n'est plus dans la question c'est quoi l'importance du digital ou la contribution du digital. Il faudra maintenant le mettre en valeur dans des cas d'usage.
D'accord, il faut y aller concrètement. Donc, il y a des choses simples. Moi, je propose qu'on focalise sur 3 choses. Si on arrive à fluidifier le transport de la marchandise, le transport des personnes et les transactions financières, les transactions de l'argent, je pense que ça aura un impact direct sur l'économie. Donc, si on prend ces 3 volets-là, on peut prendre les centres névralgiques du pays, comme les ports et les aéroports, sur lesquels on peut faire des actions intrinsèques à travers des modernisations avec la mise en place de plateformes digitales pour fluidifier, que ce soit l'aspect logistique pour la marchandise, pour l'expérience client, pour les gens qui transitent par les aéroports, et surtout qu'on est un pays touristique, d'accord, et aussi pour tout ce qui est transactions financières. Si on arrive à virtualiser ça à travers des moyens de transaction virtuels et numériques, ça pourra éliminer le cash, ça pourra avoir une meilleure fiscalisation, ça pourra avoir une meilleure efficacité et plus de rapidité dans les transactions. Et tout ça, ça aura un impact direct sur l'économie. Donc le digital, c'est un sujet très intéressant, il paraît vaste, et je pense que le plus important, c'est de savoir commencer. Commencer, donc pour le service public, il faut savoir les citoyens, il faut les connaître à travers des plateformes unifiées. Ensuite, les silos vont se bâtir au-dessus de ça, une à une. Et pour l'économie, je pense qu'on je propose de focaliser sur 3 choses simples. Comment améliorer l'input-output pour le pays en termes de marchandises, import-export, améliorer l'expérience client des gens qui transitent par notre pays et améliorer les transactions financières. Je pense que ça sera un bon début au-dessus duquel on peut vraiment bâtir après pour plus de services qui vont venir après. Merci. Merci à vous. Je voulais repartir du côté de nos représentants, on va dire, de services publics, juste pour un autre dernier tour. Peut-être, oui, avec vous, Saad, en fonction de l'expertise qu'on a écoutée, même si on a écouté une partie, on va revenir pour un use case tout à l'heure de Alice, enfin un peu plus en détail. Ce que vous avez écouté de la part de Saad Nen aujourd'hui, comment vous voyez votre rapport pour l'avenir et quels sont vos besoins réellement? Pourquoi? Je sais qu'actuellement, vous, au RNE, vous êtes en train de tester donc votre dernière solution. À partir de septembre, normalement, tout devrait... on n'aura même plus besoin de venir chez vous. On peut créer l'entreprise, la création juridique à distance, etc. Mais voilà, qu'est-ce qu'il y a à retenir de par votre expérience peut-être avec qui on pourrait enrichir l'expérience e-gov d'une manière générale? Il y avait une nuance, hein. Par exemple, le DGA de l'API avait dit, bon, le RNE, c'est nouveau. À la naissance du RNE, c'est nouveau, donc tout était from scratch, peut-être c'était un peu plus facile. Donc, mais de quoi on peut s'inspirer pour les entreprises qui sont là, bien installées, et la transformation est peut-être un petit peu plus complexe. Est-ce que c'est vrai ou pas? Vous partagez ça ou pas? هو صحيح ربما الفرصة للسجل الوطني للمؤسسات في أنه يكون إدارة معناها رقمية أنه حديث العهد. وإذا كان نبدأ على أسس دونك رقمية نكونوا في ربما السرعة بين المؤسسات الموجودة سابقا والسجل هي تكون ملحوظة، مش معناها لأن احنا نمشيو أسرع، لأن احنا عندنا عمر قصير ربما زاد كيف نجموا نمشيو في مباشرة للتحول الرقمي، عكس ربما المؤسسات الأخرى لازمها شوية وقت، فما معناها كولتور دو شانجمون دونك ثقافة دونك كاملة، إضافة إلى التصورات والاجراءات والانفراستركتور معناها البنيه التحتيه وغيرها دونك من الاشياء اللي ربما تخلي النسق مش كيف، لكن هذا ما يمنعش انه فما اول حاجه الجديد في تونس هو انه الارسنال جوريديك معناها التشريعات التونسيه كلها ملائمه في انها نقوموا بالتحول الرقمي في اسرع الاجال. اول حاجه هي وثوقيه الوثيقه المتبادله بين المؤسسات العموميه او بين الطرف الذي يحمل المعلومة أو الوثيقة عبر المنصات الإلكترونية. وفما الإمضاء الإلكتروني، وعنا الوكالة الوطنية للمسابقة الإلكترونية قاعدة تقوم مجهود كبير في المجال هذايا، وهو شبكة معناها الشبكة لازم توضع باش بين المؤسسات والمنشآت العمومية نجم نقول أنا لونو معناها الشبكة الكبيرة موجودة حاليا عند السنتر انفورماتيك، سنتر ناسيونال انفورماتيك لسيني، اللي بهو فما دي ريفيرونسيال اللي لازمنا احنا نعتمدوهم باش ما نقعدش انا معناها كل مره وقت نطلب معلومه على شخص نكتبها انا، بالعكس ما نجيبها معلومه صحيحه من عنده هو. نفس الشيء وان السيستم وانس اونلي معناها وين موجوده المعلومه انا نجيبها مره واحده ونستعملها. واحنا الهدف من السجل الوطني للمؤسسات
مش انه نحول وثيقه الى معلومه، بعكس انه المعلومه تنشا في المنصه، وكيكا تصبح دونك المعلومه تتواصل بين المنشات. احنا بدينا كسجل وطني عن المؤسسات، على الاقل فما نيه موجوده وفما اراده، خاصه من المؤسسات اللي قاعده تتعامل معها، اولها المركز الوطني للمعلومه الاعلاميه، ايضا اللي قاعدين حاليا نقوموا بشراكه معاه باش نعملوا التبادل البيني فيما يتعلق بالتعرف على الاشخاص. نفس الشيء بالنسبه لاداره العمل الجبايه، قاعدين اون فلويديتي، معناها لانفورماسيون، المعلومه تتبادل بين بعضنا عبر دونك التبادل البيني بين بعضنا، وماشيين بشويه بشويه باش نحاولوا انه نعتمدوا هذا التبادل البيني للمعلومات عبر قواعد معلومات وتوحيد قواعد معلومات كما قال سيادته وكما قلت نفسه، انه يكون عندنا مش ما نقولوش انا قاعده بيانات وطنيه موحده، انما يكون عندنا معلومات موحده تدور بين جميع القواعد البيانات العموميه، وهيك ما يكونش فما دونك التداخل او عدم الانسجام بين دونك المعلومات. وهيك حتى في الحالات الاستثنائيه ممكن ان ندخلوا، ممكن ان نخطوا زاد كيف على المتوسط والمدى البعيد، بدون ما تكون عندنا نمشي ونعملوا ديروكوبمون، تقاطعات البيانات بين هذا وذاك. اعتقد انه ماشيين في الطريق صحيح، على الاقل اذا مستوى الادارات العموميه اللي قاعدين نتشابكوا معها حاليا، اضافه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاداره العامه للديوانه وغيرها، قاعدين نقوم بالعمليه الطلبات البيني. وان شاء الله في الاشهر القادمه كما قلت وسيم، احنا ماشيين كسجل وطني للمؤسسات على الاقل باش نعتمدوا الترابط البيني بالنسبه للسياني وبالنسبه للدي من ديريكسيون جينيرال دي زامبو، باش نقوموا باصدار دونك اول تطبيقه الانشاء القانوني او ترسيم المؤسسات عن بعد، ان شاء الله في خلال شهر سبتمبر 2021، معناها بعد 4 أشهر يكون بامكان دونك ايا كان سواء شخص طبيعي او شخص معنوي يقوم بانشاء مؤسسته عن بعد كاملا، اذا كان عنده امكانيات المصادقه الالكترونيه وامكانيات الدفع الالكتروني ممكن ان يقوم بها عن بعد. وسيم. شكرا لك سي عادل الشواري. حبيت نرجع جوست قبل باش نجموا نعملوا باك اند فورث، عنده ميكرو على الاكسبيريونس نتاعكم على ليسا، مي فريمون في 30 ثانيه كمان. D'accord. Donc, à l'ISA, comme je disais, c'est une transformation digitale. C'est une digitalisation des flux documentaires, qui est la correspondance, mais c'est aussi une digitalisation des processus, parce que ça ne s'arrête pas là. Et c'est une solution qui est une solution cloud aujourd'hui, qui est hébergée au Centre national de l'informatique. Et là, c'est les bénéfices du cloud. C'est une technologie sur laquelle on veut miser, mais c'est aussi une solution hautement disponible et sécurisée. En fait, c'est une solution qui permet d'échanger entre 26 ministères, la présidence de la République et toutes les représentations régionales qui sont au nombre de 300 aujourd'hui. Donc ça permet vraiment cet échange rapide, instantané de l'information, du flux documentaire, et ainsi un parcours client plus rapide et plus optimisé. Pour réussir ça, il faut vraiment une bonne politique d'accompagnement au changement. Il faut donner aussi la confiance au numérique. Parce que derrière, partir du papier vers le digital, ce n'est pas quelque chose qui est très simple. Donc par la suite, on a adopté tout ce qui est signature électronique. Donc la signature électronique, c'était le gage d'adoption du document numérique à valeur probante. Et ça, grâce au travail qui a été fait ensemble avec la NCE et grâce aux réglementations en vigueur qui permettent d'adopter ce genre de document au niveau de l'administration électronique. Mais avec ça, le document qui est échangé, c'est un document crypté, sécurisé, ce qui offre aussi le gage de sécurité, de confidentialité de l'information qui est échangée. Alors c'est une transformation de bout en bout. Ça part vraiment d'un ministère avec tous ses services vers un autre ministère, vers tout l'écosystème d'une façon électronique avec cette composante de signature électronique.
Le post-Covid ou bien courant Covid, c'était très important parce que accéder en web à votre flux documentaire, ça a facilité ce passage ou bien cette période de pandémie, et même c'était une opportunité pour accélérer chez certains ministères qui ont été un peu en retard. Mais aussi avec la variante mobilité, ça a aussi facilité cet accès à l'information d'une façon beaucoup plus rapide. Pour aller vraiment de bout en bout, on sait très bien qu'on a l'instance qui est l'Archive nationale de Tunisie qui permet d'archiver le fond papier. Il faut aller vraiment jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'à l'archivage électronique de ces documents-là au sein de cette instance-là avant vraiment de construire toute la chaîne d'une façon automatique. Maintenant, je finis juste par la perspective. La perspective, c'est d'interconnecter tout l'écosystème, d'interconnecter ces entreprises publiques avec l'administration centrale, avec toutes les administrations régionales, afin d'offrir ce service rapide aux citoyens et à tout l'écosystème de l'administration. Très bien. Alors, je rappelle aux personnes qui nous suivent dans cette salle, et ne ratez pas dans quelques instants, et ceux qui nous suivent en direct, la keynote de Indrek Koni, qui est Global Affairs Director au gouvernement estonien. On parle beaucoup de l'expérience estonienne, donc on va avoir une keynote intéressante dans quelques instants. Je reviens avec vous du côté du CNI pour clôturer, de votre rôle, comment vous voyez votre rôle, et puis un petit mot sur la souveraineté aussi. J'aimerais bien interpeller Huawei sur ça aussi. Alors, le vrai projet, c'est le sans-papier. C'est une relation entre l'administration et entre l'administration et le citoyen sans l'utilisation de papier. Et pour cela, nous avons gagné, suite au Covid, 2 grandes lois. La loi de l'interopérabilité et la loi sur le registre national de l'identifiant unique. Ces 2 projets de loi, on les a attendus longtemps. On les a eus en 2020, suite au Covid. Donc maintenant, le projet, c'est la mise en œuvre. Bon, c'est le socle juridique. Il est très important, mais pas suffisant, parce qu'il y a beaucoup de procédures administratives qui sont ancrées en papier dans les lois et qu'il faut changer. Peut-être il faut en faire l'inventaire et les changer. Mais en attendant, on peut commencer déjà par les nouvelles lois qui ont été mises en place. Il y a 3 grands projets pour ça. Le premier projet, c'est mettre un registre national de l'identifiant unique. L'autre projet, c'est de mettre le bus national de l'interopérabilité entre les systèmes de l'État. Deux grands projets. Le troisième projet, c'est mettre le portail des services e-gov orientés citoyens. Donc les citoyens vont pouvoir trouver des solutions, des services en ligne, regroupés dans un portail qui utilise le back-office de l'interopérabilité comme exemple. Il y a le 4e projet dont mon collègue vous en a parlé, le projet GEC, la généralisation de système GEC, de gestion électronique des correspondances, couplé avec la messagerie électronique. Les employés de l'État peuvent utiliser la messagerie électronique. Il y a un décret qui s'appelle le fameux décret 777 qui fait que un message email officiel, il a la même valeur probante qu'un document officiel. Donc il y a un travail d'en faire l'usage. Il y a même une étude lancée pour essayer de rendre opérationnel ce décret. Donc déjà, c'est des projets de base. Il y a aussi le projet d'infrastructure. Nous continuons à mettre en place les projets de réseau de l'administration, parce que sans un réseau d'administration en fibre optique de haut niveau, on ne pouvait pas utiliser ces nouvelles applications. Voilà. Juste avant, par rapport aux aspects de souveraineté, je voulais faire réagir M. Aden Ben Halim. Un petit mot sur la souveraineté. C'est pour ça, mais vraiment très rapidement. Un petit mot. Donc la souveraineté, le CNI est concerné par la souveraineté principalement des données. Donc les données, il y a un travail qui sera fait par l'État, par le ministère d'éthique, la classification des données. Donc il y a des données qui doivent rester chez les data centers de l'État. Il y a des données qu'on peut mettre chez le cloud national, public et privé. On peut les mettre en Tunisie, dans le territoire tunisien, mais ça peut être mis chez un prestataire privé. Il y a des données qui sont libres, circuler librement. On peut même les héberger dans les clouds internationaux. Donc selon la classification de données, on sait que le CNI aura un rôle important de gérer et d'héberger des applications nationales sensibles. Voilà. Petite réaction par rapport à cet aspect souveraineté. Ensuite, je vais partir du côté de l'API pour conclure. Alors, à mon sens, je pense que la souveraineté passe par plusieurs points. Le premier qui a été mentionné par M. Kamel, c'est la protection de l'usage des données, parce que
je pense que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, on laisse beaucoup d'empreintes en utilisant le net. Donc du coup, il faudra avoir des réglementations très claires, comme le cas de l'Europe en parlant de GDPR. Donc il faudra avoir une réglementation très claire par rapport à l'usage et l'utilisation de ces données-là. Ensuite, je parlerai aussi de la souveraineté numérique en termes de capacity building, en termes de ressources humaines. D'accord, parce que il faut avoir les personnes et les boîtes et les startups surtout qualifiées pour pouvoir gérer ce genre de sujets parfois sensibles. Et si surtout on parle de digitalisation de services publics, moi j'encourage vivement des startups tunisiennes à aller sur ce chantier-là, parce que parfois il s'agit vraiment de souveraineté nationale. On ne peut pas tout sous-traiter, on ne peut pas tout externaliser à l'extérieur. Troisième volet qui est très important, c'est le volet cybersécurité. D'accord ? La cybersécurité, c'est la base, c'est le fondement même de ce développement numérique dans tout l'écosystème. La confiance s'établit avec la garantie que les données sont protégées, avec la garantie que le service soit continu et qu'il soit fiable et disponible à tout moment. Donc la cybersécurité, c'est vraiment la base et c'est vraiment un fondement de la souveraineté nationale. Il faudra y penser en termes de process, en termes de personnes qualifiées pour le traiter, en termes de protection, en termes d'infrastructure, etc. Et dans ce sens-là, nous, donc Huawei, on est vraiment très actifs pour promouvoir ce volet parce que, à notre sens, c'est la base et c'est le fondement même de développement du numérique parce qu'il représente la gage de confiance, pour ce développement-là. Donc, c'est comme ça que nous, on voit la souveraineté, donc en termes de capacity building, les ressources humaines, la cybersécurité et les intervenants et la protection des données, de point de vue réglementaire et législatif. Moi, je reviendrai juste, si tu permets, Wassim, par rapport au sujet de façon générale, par rapport au numérique. Il faudra aussi avoir un sponsoring de très haut niveau au niveau de l'État pour pouvoir pousser ce sujet. On l'a vu dans pas mal de témoignages. Vous avez évoqué l'exemple de l'Estonie. Je pense que ce sujet a été vraiment sponsorisé au plus haut niveau de l'État. On peut le voir aussi, moi j'ai personnellement voyagé dans pas mal de pays africains qui sont en train de s'y mettre. Je pense par exemple à l'Éthiopie qui vient de lancer son service Mobile Money il y a 2 semaines, qui a été lancé avec le président de la République lui-même. Et en 2 semaines, il y a eu plus que 2,5 millions de personnes qui ont adhéré à ça. Il faut savoir que l'Éthiopie est à côté du Kenya, où 50% de son PIB national, il transite à travers des solutions, des transactions financières en ligne. On voit ça aussi au Rwanda, où le président lui-même, il préside le Conseil national du numérique et un membre très actif pour Smart Africa. Donc moi, ce que j'essaie de dire, c'est que si on pense que le numérique il est important, il faudra le sponsoriser à très haut niveau et faire le follow-up. Donc j'apprécie énormément la participation de notre chef de gouvernement ici. Ça témoigne que ce sujet il est très important, mais ce que je recommande, c'est que ça soit suivi et que ça soit mis en priorité dans les projets de développement de l'État pour l'étape à venir. Merci. Merci à vous, c'est Adnen. Je me tourne vers vous pour clôturer, Monsieur DGA de l'API. Alors, je vais en profiter pour transmettre une question sur l'interopérabilité et le partage de la base de données. Est-ce que vous êtes prédisposé à ça pour permettre la simplification des procédures et éviter aux investisseurs une éventuelle lourdeur? Et ça s'applique d'ailleurs au RNE. On va terminer avec vous, D'accord. Merci, c'est Wassim. Donc, le cadre juridique maintenant a été adopté et permet l'interopérabilité et la reconnaissance donc, des documents électroniques. Pour notre part, nous sommes disposés donc, à interagir avec tous les acteurs qui interviennent donc, dans les processus gérés par l'API pour pouvoir assurer cette interopérabilité. D'ailleurs, nous avons des comités maintenant techniques qui travaillent sur ces axes-là avec l'RNE, avec la TIA et avec d'autres intervenants dans le système de constitution juridique de société en ligne, avec l'appui de Tunisia Jobs. Pour revenir un petit peu à la digitalisation au sein des entreprises publiques,
je dirais que maintenant, les institutions sont sensibilisées à l'importance de la digitalisation des services. Donc, il y a des pas qui ont été franchis, mais il reste beaucoup à faire. Il y a des défis, auxquels sont confrontées ces entreprises, notamment les moyens financiers, les moyens humains et aussi la résistance au changement. Donc, avec la nouvelle réglementation, je pense que maintenant nous sommes sur un chemin. On a commencé, on doit poursuivre et je pense que ça sera le mieux pour digitaliser les services pour deux objectifs essentiels, notamment pour faire face aux crises telles que la crise Covid, qui a obligé les gens à être en confinement, pour assurer la continuité de service. Le deuxième objectif, c'est surtout offrir des services avec transparence et éviter les corruptions qui sont dans les délais, réduire les délais, dans les délais de réalisation des services peuvent contribuer donc à encourager la corruption. Merci à vous, merci Si Kamel Ouefeli, merci Si Kamel Sadeh, merci à tous nos panélistes, Chokalik Saad El Choueri, directeur général Renault, Chokalik Saad Ben Halim, vous êtes, je rappelle, vice-président pour l'Afrique du Nord pour des questions d'affaires publiques chez Huawei, et merci à vous, c'est Hosni Cheib, donc directeur solution eGov chez Neoledge, on peut les applaudir, merci à vous.